Je m'appelle Nicolas. J'ai 25 ans et ma propre sœur a ruiné ma vie pour voler mon héritage. Avant de vous raconter le moment où elle a tout avoué juste devant le partenaire commercial le plus important de notre famille, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. C'est bon de savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. La porte qui claquait fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu. C'était plus que du bois frappant un cadre. C'était le son de la fin de ma vie. Une minute j'étais debout dans le hall en marbre de la maison où j'avais grandi. La minute d'après, j'étais sur le perron de pierre froide, l'air nocturne mordant ma peau à travers ma mince chemise habillée, n'ayant sur moi que mes vêtements et mon portefeuille dans ma poche. À l'intérieur, le rugissement de mon père résonnait encore à mes oreilles. La voix de Martin n'était pas seulement forte. C'était une force physique, du genre qui faisait trembler le beau cristal de la cheminée. Son visage, quelques instants auparavant, était un masque de pure fureur, les veines saillantes sur ses tempes, ses yeux brûlants d'une colère juste mais complètement déplacée. Debout à ses côtés, ressemblant à une poupée fragile, se tenait ma sœur, Clara. Parfaite et jolie, avec des larmes coulant sur son visage impeccablement maquillé. C'étaient des larmes cristallines parfaites, du genre qui montaient à la demande, mais qui ne tachaient jamais son mascara. Elle avait sa main sur le bras de notre père, s'appuyant sur lui, son corps tremblant de sanglots répétés. « Je n'arrive pas à croire que tu nous ferais ça, Nicolas, » avait-elle chuchoté, la voix étranglée d'une fausse angoisse. « Après tout ce que nous t'avons donné, ça, auquel elle faisait référence était $20 000. 20 000 dollars manquant dans le coffre-fort de l'entreprise. Un coffre-fort dont seul 3 personnes connaissaient la combinaison, mon père, moi et elle. Et son histoire était simple. Elle m'avait vu. Elle m'avait vu rôder au bureau tard la nuit dernière. Elle ne voulait pas y croire, bien sûr, mais l'argent avait disparu, et j'avais agi de manière si distante dernièrement. Chaque mot était un couteau parfaitement aiguisé. J'ai essayé de me défendre, ma voix semblant faible et ténue face à la rage de mon père. Je ne l'ai pas fait, papa. Tu dois me croire. Clairement. Mon père a juste secoué la tête. Un regard de profonde déception recouvrant sa colère. C'était un regard que je connaissais bien. C'était un regard que j'avais vu toute ma vie. Un voleur et un menteur. A-t-il tonné. Tu as déshonoré cette famille. Sors de ma maison. Tu n'es plus mon fils. Les sanglots de Clara s'intensifièrent. Mais alors que mon père me tournait le dos pour la réconforter, ses yeux croisèrent les miens par-dessus son épaule. Les larmes étaient toujours là, mais le chagrin avait disparu. À sa place, il y avait un éclat froid et triomphant. Un petit sourire narquois, presque imperceptible, jouait sur ses lèvres avant qu'elle n'enfouisse son visage dans l'épaule de notre père. Il m'a attrapé le bras, ses doigts s'enfonçant dans mon biceps, et m'a traîné jusqu'à la porte. Il l'a ouverte et m'a poussé dans l'obscurité. Ne reviens pas avant d'être prêt à admettre ce que tu as fait et à t'excuser auprès de ta sœur, a-t-il grogné, puis il a claqué la porte. Ce dernier bruit assourdissant a scellé mon destin. Ils avaient choisi de croire son mensonge. Ils l'avaient choisi, elle. Mais alors que je me tenais là, frissonnant sur le porche, un autre type de feu a commencé à brûler dans mes entrailles. Ils n'avaient aucune idée que ce n'était que le début. Pour comprendre comment une seule accusation non étayée pouvait briser mon monde entier en moins de 10 minutes, il faut comprendre ma sœur. Il faut comprendre le paysage de ma famille. Un endroit où Clara était le soleil et où je n'étais qu'une planète prise dans son orbite, survivant de la chaleur restante. Ce n'était pas toujours un grand événement dramatique comme un vol. La plupart du temps, c'était une mort lente par 1000 coupures.
Je me souviens quand j'avais environ 10 ans, notre grand-mère, la mère de mon père, avait donné à notre famille un délicat vase en porcelaine peint à la main. C'était celui de sa mère. Un héritage de l'ancien pays. Il était posé sur la cheminée, intouché et vénéré. Un après-midi, pendant que mes parents étaient sortis, Clara lançait une balle dans la maison, chose qu'il nous était explicitement interdit de faire. Je lui ai dit d'arrêter. Elle a juste ri. Ce son cristallin et insouciant qui charmait toujours tout le monde, et l'a lancé à nouveau. Cette fois, elle a manqué ça. Main au rebond et s'est brisée directement sur le vase. Le silence qui a suivi était terrifiant. Des éclats de porcelaine peinte jonchaient le foyer. Avant même que je puisse comprendre ce qui s'était passé, le visage de Clara s'est froissé. Les larmes sont venues instantanément. Au moment où la voiture de mes parents est entrée dans l'allée, elle était hystérique. À travers ses sanglots, elle a raconté comment je l'avais poursuivi, comment je m'étais mis en colère. Et lui avait lancé la balle, mais elle avait manqué sa cible et avait frappé le vase. J'étais sans voix. Le mensonge était si audacieux, si complet. Je l'ai nié, bien sûr, mais mes dénégations calmes et stupéfaites ne faisaient pas le poids face à sa performance théâtrale. Le visage de mon père s'est durci dans ce masque familier de déception. J'ai été privé de sortie pendant 1 mois. Clara a eu de la glace pour avoir été si courageuse. J'ai appris une précieuse leçon ce jour-là. Dans ma famille, c'est la meilleure histoire qui gagne, pas la vérité. Quelques années plus tard, c'était une idée. J'étais un adolescent obsédé par les ordinateurs. J'ai passé des semaines à concevoir un nouveau système de gestion des stocks pour l'entreprise de fabrication de notre famille. C'était rudimentaire, mais fonctionnel. J'en étais fier. J'ai commis l'erreur de le montrer à Clara, lui expliquant comment cela pourrait faire gagner du temps et de l'argent à l'entreprise. Elle a semblé s'ennuyer, hochant la tête avant de changer de sujet. 2 semaines plus tard, lors d'un dîner de famille, elle a annoncé qu'elle avait une proposition pour papa. Elle a présenté mon idée. Presque mot pour mot comme la sienne. Elle avait même redessiné mes croquis. Bruts sur du papier propre. Mon père était époustouflé. Il l'a qualifié de génie, de visionnaire. Il a parlé de son avenir, de son esprit commercial. Aiguisé. Quand j'ai essayé d'intervenir pour dire que c'était mon idée, mon père a levé la main. Ne sois pas jaloux du succès de ta sœur, Nicolas. Une petite compétition saine et bonne pour toi. Je me sentais invisible. Il n'a même pas envisagé que j'aurais pu dire la vérité. La supposition était automatique. Clara était brillante et j'étais envieux. L'exemple ultime fut mon 16e anniversaire. C'était censé être mon jour. Mes parents avaient accepté une petite fête dans le jardin. Le même après-midi, une lettre est arrivée. C'était une lettre d'acceptation pour Clara dans un programme d'été prestigieux pour jeunes leaders. Une grande nouvelle, certes, mais cela aurait pu attendre. Au lieu de cela, ma mère a interrompu ma cérémonie de gâteau d'anniversaire pour faire l'annonce. Ma petite fête s'est instantanément transformée en une célébration de la réussite de Clara. Le reste de la soirée, mon père la promenait devant les proches, rayonnant, parlant de son brillant avenir, de son potentiel illimité. Je me tenais près du barbecue, retournant des hamburgers pour ma propre fête, me sentant comme un traiteur à l'événement de quelqu'un d'autre. C'était ma place. Dans la famille. J'étais un rôle secondaire dans le spectacle de Clara. Après l'université, nous avons tous deux travaillé pour l'entreprise familiale, Martin Manufacturing. Cela semblait être le chemin naturel attendu. Mon père l'avait construite de zéro et l'entente tacite était qu'un jour je prendrais la relève. L'héritage de l'entreprise a toujours été présenté comme mon droit d'aînesse, ma
Responsabilité. Mais dès le moment où je suis entré dans ce bureau, les vieilles dynamiques familiales ont trouvé une nouvelle scène corporative. J'ai pris un poste dans les opérations. J'aimais les rouages de l'entreprise, la logistique, l'efficacité. Je passais mes journées sur le plancher de l'usine à apprendre les machines, à parler au contremaître, à chercher des moyens d'améliorer le fonctionnement des choses. J'ai fait mes heures, restant souvent tard pour rédiger des propositions et analyser les données de production. Je croyais que mon travail acharné, mes contributions réelles, forceraient enfin mon père à me voir comme un adulte capable, et non plus comme son fils raté. Clara, en revanche, s'est glissée dans un rôle marketing qu'elle s'était créé. Elle était brillante dans ce domaine. Je devais l'admettre, elle était tout entière axée sur l'image, la perception et le réseautage. Pendant que j'étais couvert de graisse à essayer de réparer un tapis roulant bloqué, elle déjeunait avec des clients, son rire résonnant dans des restaurants coûteux. Elle revenait au bureau avec un contrat signé, et mon père la félicitait pour son instinct de tueuse. Mes rapports sur l'amélioration de l'efficacité de la production de 8% ne me valaient qu'un grognement et un hochement de tête. Bien. Continue comme ça, était le plus grand éloge que je pouvais espérer. La disparité dans notre traitement était flagrante. Mon salaire était standard pour un directeur des opérations. Celui de Clara était nettement plus élevé, justifié par des commissions sur des contrats que l'entreprise aurait probablement obtenus de toute façon. Lorsque j'avais réussi à faire économiser près de $100 000 à l'entreprise en renégociant un contrat avec un fournisseur d'acier, le seul commentaire de mon père avait été « Il était temps que tu commences à faire ta part ». Un mois plus tard, Clara a eu un article dans un journal économique local, une double page brillante sur le nouveau visage de Martin Manufacturing. Mon père l'a encadré et accroché dans le hall. La vraie friction a commencé. Lorsque nos rôles ont commencé à se chevaucher. J'ai proposé une mise à niveau majeure des équipements. C'était un énorme investissement en capital, mais mes projections montraient qu'il serait amorti en 3 ans et augmenterait considérablement notre production. J'ai passé des semaines sur la proposition. Un document de 30 pages avec une analyse détaillée des coûts et des calculs de Roy. Je l'ai présenté à mon père. Il a jeté un coup d'œil au résumé et l'a jeté sur son bureau. Trop de risques, mon fils. Nous allons bien comme ça. Ne répare pas ce qui n'est pas cassé. 3 semaines plus tard, lors d'une réunion de la haute direction, Clara a présenté son initiative de marketing et de croissance pour le 3e trimestre. Caché à l'intérieur, il y avait une proposition de modernisation stratégique des actifs essentiels. C'était mon plan. De mise à niveau des équipements reconditionnés avec des mots à la mode et des graphiques élégants. Elle n'avait fait aucune recherche. Elle avait juste pris mes données, leur avait donné un nouveau nom et les avait présentées comme une petite partie de sa grande vision. Brillant, Clara, a tonné mon père. Regardant autour de la table. C'est le genre de pensée prospective dont nous avons besoin. Proactive, pas réactive. Ma mâchoire était tombée. Je l'ai regardée et elle m'a juste fait un petit sourire doucereux. Plus tard, je l'ai confrontée dans le couloir. C'était ma proposition, Clara. Elle a simplement haussé les épaules, ajustant son blazer. C'était une bonne idée, Nikki, mais les idées sont inutiles sans le bon emballage. Tu devrais le savoir maintenant. Elle m'a tapoté le bras avec condescendance et est partie. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que peu importe ce que je faisais, je pouvais inventer une machine qui transformait le plomb en or. Et mon père trouverait toujours un moyen de lui en attribuer le mérite. Je ne rivalisais pas seulement avec elle. Je rivalisais avec l'histoire d'elle que mes parents avaient écrite. Il y a longtemps. Et dans cette histoire, je n'étais jamais destiné à être le
Héros. Le coup de grâce, l'événement qui a directement conduit à cette porte. Claquer, a commencé avec un chiffre sur un tableur. C'était une anomalie que j'ai trouvé tard un mardi soir. Je croisais nos rapports de dépenses trimestriels avec le budget du département marketing, et quelque chose ne correspondait pas. Une somme d'argent significative avait été allouée à un fournisseur dont je n'avais jamais entendu parler pour des services promotionnels qui étaient étrangement vagues. Il m'a fallu 2 jours de fouille discrète pour démêler le tout. Le fournisseur était une société écran. Et les paiements étaient autorisés par Clara. Ce n'était pas seulement une tenue de livre négligée. C'était de la malversation, pure et simple. Pas à une échelle massive, mais c'était systématique. Quelques milliers ici, quelques milliers là, détournés du budget marketing au cours des 6 derniers mois. Le total était d'environ 20 000 $. Mon premier sentiment ne fut pas la colère, mais un profond sentiment d'effroi. C'était ça. C'était la preuve. Il ne s'agissait pas d'un argument subjectif sur qui avait la meilleure idée ou qui avait cassé un vase. C'était des chiffres noirs sur blanc sur une page, des relevés bancaires. C'était indéniable. Mon plan était simple. Je rassemblerais toutes les preuves, les factures, les autorisations de paiement avec sa signature, la preuve que le fournisseur n'existait pas, et les présenterais à mon parent privé. Je n'essayais pas de la détruire. Je voulais juste que la vérité soit enfin, pour une fois, entendue. Je voulais qu'il voie ce que je voyais. Je voulais qu'il réalise enfin qui était vraiment son enfant prodige. Je croyais naïvement que les faits seraient suffisants. J'ai passé tout le mercredi soir à compiler le dossier, mes mains tremblant légèrement en imprimant chaque document. Cela me semblait le moment le plus important de ma vie professionnelle. C'était plus grand que n'importe quelle promotion. Il s'agissait de justice. Ce que je ne savais pas, c'est que Clara était plus intelligente, plus rapide et bien plus impitoyable que je n'aurais pu l'imaginer. Elle devait savoir que l'audit financier approchait. Elle devait avoir senti que son petit stratagème était sur le point d'être exposé. Elle n'a pas attendu que je fasse mon mouvement. Elle a lancé une attaque préventive. Elle connaissait l'argent qui était parfois gardé dans le coffre-fort principal du bureau pour les dépenses d'urgence. Elle savait que j'avais la combinaison. Tout ce qu'elle avait à faire était de prendre l'argent, de le cacher et de pointer du doigt la personne que tout le monde était déjà conditionné à voir comme le frère le moins compétent, le plus rancunier. Moi. Elle ne couvrait pas seulement ses traces. Elle éliminait sa seule véritable rivale d'un seul coup. Ainsi, le jeudi matin, je suis entré dans le bureau de mon père, mon dossier de preuve sous le bras, mon cœur battant avec un mélange de peur et de justification. J'étais prêt à présenter mon dossier. Mais je n'ai jamais eu la chance. Au moment où j'ai franchi la porte, je l'ai vu là, son visage comme un nuage d'orage, et à ses côtés, en pleurs, se tenait Clara. Le piège avait déjà été tendu. J'avais marché droit dedans, armé d'une vérité que personne n'était préparé à entendre. Le jeu était terminé avant même que je ne sache que je jouais. Le moteur de ma berline vieille de 10 ans ronronnait doucement. Tristement, dans la nuit par ailleurs silencieuse. J'étais garé sur le parking désert d'un supermarché ouvert 24h24. L'enseigne au néon projetait une lueur verdâtre maladive sur mon tableau de bord. L'adrénaline de la confrontation s'était dissipée, laissant derrière elle un vide froid et pesant qui me donnait l'impression de m'écraser physiquement. J'ai appuyé ma tête contre le volant, le plastique bon marché froid contre mon front. Sans abri. À 25 ans, j'étais sans abri. Le mot me semblait étranger, comme quelque chose qui arrivait à d'autres personnes dans des histoires, pas à moi. J'avais un diplôme universitaire. J'avais un emploi,
ou plutôt j'avais un emploi. Mon portefeuille contenait $67. Et quelques cartes de crédit qui, je le savais, seraient bientôt inutiles une fois que mon père me couperait l'accès au compte joint. Mon esprit ne cessait de rejouer la scène de la porte. Le regard dans les yeux de Clara, le son de la voix de mon père. C'était un carrousel de trahison dont je ne pouvais pas descendre. Après une heure passée assis là, me laissant envahir par le désespoir, une lueur d'espoir irrationnel est apparue. Ma mère, Éléanore, elle, était restée silencieuse pendant toute l'épreuve, son visage pâle, ses mains serrées l'une contre l'autre. Elle était toujours la pacificatrice, celle qui essayait d'arranger les choses. Peut-être que sans la présence écrasante de mon père, je pourrais la convaincre. J'ai sorti mon téléphone. Mon pouce a hésité sur sa photo de contact. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur appel. Ça a sonné 3 fois, chaque sonnerie serrant le nœud dans mon estomac. Nicolas, sa voix était un faible murmure. Maman, dis-je, le soulagement m'inondant. Maman, tu dois m'écouter. Clara m'a piégé. J'ai des preuves. Elle a volé l'entreprise. Je l'ai découvert. Et elle a fait ça pour couvrir ses traces. Je parlais trop vite, les mots se bousculant les uns les autres. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. J'entendais ses sanglots. Étouffés. Oh, Nikki, a-t-elle soufflé. Pourquoi rends-tu cela si difficile? Ton père, il a le cœur brisé. Mon sang se glaça. Le cœur brisé? Il m'a mis à la porte de ma propre maison sur la base d'un mensonge. As-tu entendu ce que je viens de dire? J'ai des preuves. Les preuves n'ont pas d'importance pour l'instant, dit-elle, sa voix prenant un ton désespéré. Ce qui compte, c'est notre famille. Cette colère. Cette laideur va nous déchirer. Si tu voulais juste t'excuser pour la famille. Juste t'excuser auprès de ton père et de ta sœur. Nous pourrions laisser ça derrière nous. J'ai serré le téléphone. Si fort que le plastique a craqué. Ma propre mère, elle n'écoutait pas. Elle ne voulait pas la vérité. Elle voulait la paix, et elle était prête à me sacrifier pour l'obtenir. L'idée que tout cela puisse être résolu si j'admettais un crime que je n'avais pas commis, juste pour aplanir les choses, était si profondément injuste que cela me coupa le souffle. Il ne s'agissait pas d'un éventuel divorce ou d'une rupture familiale. Il s'agissait de maintenir le récit confortable et établi à tout prix. Alors, tu veux que je dise que je suis un voleur? Demandai-je, ma voix dangereusement calme. Je veux que tu redeviennes mon fils, a-t-elle plaidé. S'il te plaît, Nikki, rentre à la maison et excuse-toi. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était serrée par un chagrin si aigu que j'avais l'impression d'avaler du verre. Elle n'était pas mon allié. Personne ne l'était. J'étais complètement et totalement seul. Je ne peux pas faire ça, maman. J'ai finalement réussi à dire, je ne l'ai pas fait. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager et j'ai regardé le parking vide. L'espoir auquel je m'étais accroché avait disparu, remplacé par une clarté terrifiante. Il n'y aurait pas de sauvetage. Personne ne viendrait me sauver. Si je devais survivre à cela, je serais seul. La première nuit dans ma voiture fut brutale. Chaque ombre semblait menaçante. Chaque voiture qui passait semblait être une menace. J'ai à peine dormi. Au matin, mon dos me faisait mal et un froid profond, glaçant les os, s'était installé. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Il n'y avait qu'une seule personne à qui je pouvais penser appeler. Léo. Léo et moi étions amis depuis la maternelle. Il connaissait ma famille.
Il avait vu la dynamique. De première main pendant des années, et il avait toujours été ma réalité. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Mec, où es-tu? Je t'ai appelé environ 5 fois la nuit dernière. D'une voix étranglée et hésitante, je lui ai tout raconté. Il n'a pas interrompu. Il a juste écouté. Quand j'ai eu fini, la seule chose qu'il a dite fut « Où es-tu en ce moment? Envoie-moi ta position. » 20 minutes plus tard, son camion déglingué s'est arrêté à côté de ma voiture. Il n'avait pas l'air choqué ou pitoyable. Il avait juste l'air en colère pour moi. « Monte, a-t-il dit. Tu restes avec moi. » J'ai essayé de protester, mais il m'a coupé. Ma mère me tuerait si elle savait que je t'ai laissé dormir dans ta voiture. Ce n'est pas une discussion. Allons-y. La maison de Léo était petite, chaleureuse et un peu chaotique, l'exact opposé de la maison silencieuse et muséale où j'avais grandi. Sa mère, une femme aimable avec une attitude sans chichi, m'a regardé le visage, m'a serré fort dans ses bras et m'a montré la douche. Pour la première fois en 24 heures, j'ai ressenti une lueur de chaleur humaine. Mais la sécurité de la maison de Léo était une petite île dans une mer d'hostilité grandissante. La nouvelle, ou plutôt la version de Clara, s'était répandue comme une traînée de poudre. Mon père avait probablement passé quelques appels, brossant le portrait d'un fils à problème qui était finalement allé trop loin. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de cousins et d'amis de la famille. Certaines étaient des offres sanctimonieuses de prier pour moi. D'autres étaient froides, me disant à quel point ils étaient déçus. Le pire est venu de l'entreprise. J'ai reçu un email de Marc, un manager de mon département qui avait toujours été un rival. Il dégoulinait de fausses sympathies. J'ai appris ce qui s'est passé, mec. Tellement désolé d'entendre ça. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Je savais qu'il dansait probablement sur son bureau, mesurant déjà mon bureau pour de nouveaux rideaux. Il visait probablement la promotion à laquelle il pensait que j'étais destiné. Par désespoir, j'ai appelé ma tante Carole, la sœur de mon père. Elle avait toujours été la tante cool, celle qui semblait voir à travers le fanfaronnade de mon père. Je pensais, j'espérais qu'elle serait une alliée. Sa voix était prudente. Nicolas, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des problèmes. J'ai expliqué la situation, ma voix implorant qu'elle me croie. Elle a soupiré lourdement. Écoute, chérie, ton père est un homme difficile. Nous le savons tous. Mais c'est ton père, et Clara est ta sœur. La famille. C'est compliqué. Mon conseil est de te faire discret, de le laisser se calmer. Et ensuite de faire ce que tu dois faire pour faire la paix. Je ne peux pas m'impliquer là-dedans. Ce n'est pas ma place. Elle ne me croyait pas. Ou pire, elle ne se souciait pas de savoir si c'était vrai. Elle ne voulait juste pas de drame. C'était une autre porte claquée au nez. Rester chez Léo était une solution temporaire. Mais le monde extérieur se refermait. L'histoire était établie. J'étais le méchant. Clara était la victime. Ma famille, ma communauté. Ma vie professionnelle. Tout avait été empoisonné. L'isolement était un poids physique qui m'oppressait, m'étouffant. L'amitié de Léo était une bouée de sauvetage, mais je savais que ce n'était pas suffisant pour me ramener au rivage. Pendant la semaine suivante, j'ai vécu dans un brouillard. La mère de Léo a insisté pour me nourrir, et Léo a fait de son mieux pour me remonter le moral. Mais je sombrais. Je passais mes journées à chercher des emplois en ligne. Un effort futile alors que mon dernier employeur était mon père, qui m'avait effectivement mis sur liste noire en tant que voleur. Les $67.
Dans mon portefeuille avait disparu depuis longtemps. Je vivais sur du temps emprunté et de la gentillesse empruntée. Le tournant est arrivé un samedi soir. Léo avait été invité à une fête, une de ces grandes fêtes de jardin de banlieue, organisée par une connaissance mutuelle. Je n'étais évidemment pas invité. J'ai dit à Léo d'y aller pour s'amuser, que j'irais bien. Je ne voulais pas que ma misère soit sa prison. Il est rentré vers 2 heures du matin. J'étais éveillé, fixant le plafond de la chambre d'amis. Je l'ai entendu entrer et 1 minute plus tard, ma porte a grincé dans la lumière tamisée du couloir. Je pouvais voir que son visage était pâle, son expression tendue d'un étrange mélange de fureur et d'excitation. « Tu ne vas pas y croire, dit-il, sa voix un chuchotement rauque. Il s'est assis sur le bord du lit. Clara était là, mon estomac s'est serré. Juste entendre son nom était comme un coup de poing. Elle tenait là. Cours, tu sais, continua-t-il, ses mots venant plus vite maintenant, entouré de son petit cercle d'amis. Elle avait bu quelques verres. Elle était bruyante. Et elle se vantait. Se vantait de quoi, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. De toi, dit Léo, ses yeux perçant les miens. Elle en riait, mec. Un de ses amis a demandé si elle allait bien, tu sais, après le drame familial. Et Clara. Elle a juste ri et a pris une grande gorgée de ça. Margarita. Elle a dit, s'il te plaît, je vais mieux que bien. J'ai enfin eu le bureau à côté de papa. Parfois, il faut jeter les ordures pour garder la maison propre. La cruauté de cela, la cruauté désinvolte et jubilatoire, me coupa le souffle. Mais ce n'est pas tout, dit Léo, se penchant plus près. Son ami avait l'air confus et a dit quelque chose comme « mais je pensais qu'il avait volé tout cet argent. » Et Clara. Elle a baissé un peu la voix, mais j'étais assez près pour entendre. Elle a dit « il n'a rien volé. Il est trop stupide pour faire ça. J'ai juste donné une raison à papa de voir enfin ce qui était devant lui depuis le début. Il n'y a qu'un seul enfant dans cette famille qui soit capable de gérer les choses. » Elle a dit, elle t'a donné une leçon. Léo a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient. Je ne pouvais pas simplement rester là. J'ai fait semblant d'envoyer un message et j'ai enregistré. Ce n'est pas terrible. C'est bruyant. Mais tu peux l'entendre. Tu peux l'entendre l'admettre. Il appuya sur « Lecture ». À travers le son déformé de la musique de fête et du bavardage, je pouvais entendre sa voix. Claire comme une cloche, légèrement pâteuse mais indubitable. J'ai donné à papa une raison de voir enfin. Seulement un enfant capable. C'était un fragment. Ce n'était pas une confession complète. Cela ne tiendrait pas devant un tribunal avec un avocat, mais c'était tout. C'était la preuve que je n'étais pas fou. C'était la preuve que ce cauchemar était réel, orchestré par ma propre sœur. Pour la première fois depuis des semaines, le brouillard du désespoir commença à se dissiper, brûlé par une rage blanche et clarifiante. Le temps de se cacher et de s'apitoyer sur son sort était terminé. Elle avait célébré ma destruction. Maintenant, j'allais orchestrer la sienne. L'enregistrement a tout changé. C'était une arme, bien qu'imparfaite. Léo et moi l'avons écoutée une douzaine de fois. L'audio était trouble et elle n'a jamais explicitement dit. Je l'ai piégé. Un bon avocat pourrait le démolir, prétendre qu'il était sorti de son contexte, qu'elle était juste ivre et disait des bêtises. Mon père, dans son état d'aveuglement volontaire, l'aurait rejeté instantanément. Le présenter directement serait une décision stupide. Cela dévoilerait ma main et entraînerait probablement plus d'accusations de ma part d'être manipulateur. Non, cet enregistrement n'était pas la solution. C'était le carburant. On ne peut pas l'utiliser pour attaquer,
ai-je dit à Léo, arpentant son salon. Nous devons l'utiliser pour construire une scène. Une scène où elle sera forcée de jouer. Et cette fois, tout le monde verra le vrai spectacle. Mon état d'esprit a changé. Le chagrin et le choc étaient toujours là. Mais il était maintenant refoulé, compressé en un noyau dur, semblable à un diamant, de détermination. Je n'étais plus une victime attendant d'être secourue. J'étais un stratège. Mon premier mouvement a été d'approcher prudemment. J'avais encore quelques alliés au sein de l'entreprise, des gens sur le plancher de l'usinée. Dans l'arrière-boutique qui connaissait mon éthique de travail, qui avait vu le baratin d'entreprise de Clara de près et n'était pas impressionné. J'ai contacté Sarah, une femme de la comptabilité qui était dans l'entreprise depuis 20 ans et qui me témoignait une loyauté discrète. Je l'ai rencontrée pour prendre un café loin du bureau. Je ne lui ai pas tout dit, juste que j'essayais de blanchir mon nom et que je devais comprendre ce qui se passait au sein de l'entreprise. Elle était prudente, mais elle a accepté d'aider. Elle m'a dit que, depuis mon départ, Clara avait eu carte blanche sur mon ancien département, et que le moral avait chuté. Marc était son nouveau second, et ensemble ils géraient les choses sur une plateforme de peur et de présentation flashy qui manquait de substance. Mais ensuite Sarah m'a donné la clé. Ton père essaie de conclure le contrat Harrison, a-t-elle dit, baissant la voix. C'est ce grand partenariat avec Harrison Industries, celui sur lequel tu as fait tout le travail initial l'année dernière. Monsieur Harrison est de la vieille école. Il est tout entier axé sur l'intégrité, les valeurs familiales. Ton père organise un dîner privé pour lui vendredi prochain afin de tout finaliser. C'est le plus gros contrat de l'année. Un lent sourire se dessina sur mon visage. M. Harrison. Je le connaissais. Il m'avait toujours apprécié. Il appréciait mon approche directe et sans fioritures. Quelque chose qu'il m'avait dit une fois lui rappelait mon père dans sa jeunesse. C'était un homme d'un caractère impeccable. Et son respect était l'une des rares choses que mon père convoitait. Vraiment. C'était ça. C'était la scène. C'était parfait. Ce n'était pas une dispute familiale désordonnée dans le salon. C'était un cadre professionnel avec des millions de dollars en jeu et un témoin puissant et impartial. Mon père ferait de son mieux, désespéré de projeter l'image d'une entreprise familiale parfaite et stable. Il serait piégé par sa propre fierté. Le plan a commencé à se former dans mon esprit, pièce par pièce. Je n'avais pas besoin d'arriver en hurlant avec un mauvais enregistrement. J'avais juste besoin de me présenter. J'avais juste besoin de poser les bonnes questions. J'utiliserai leur propre sens du décorum et leur désespoir de conclure cet accord comme levier. L'arrogance de Clara était sa plus grande faiblesse. La fierté de mon père était la sienne. Le vendredi soir, j'allais utiliser les deux pour réduire leur monde en cendres. La semaine précédant le dîner fut la plus longue de ma vie. J'ai agi avec une concentration singulière et glaçante. Léo m'a prêté $200, toutes ses économies. Cela ressemblait à de l'argent sale et j'ai juré de le lui rembourser au décuple. La première chose que j'ai faite fut de me faire couper les cheveux. Je suis allé dans un endroit bon marché, mais cela a fait toute la différence. Les semaines de stress et de sommeil dans ma voiture m'avaient laissé les hagards. Je devais avoir l'air posé, pas désespéré. Ensuite, je suis allé dans un magasin d'occasion et j'ai acheté un costume. C'était un bleu marine foncé, légèrement démodé, mais il me allait assez bien après quelques petits ajustements chez un tailleur local. J'ai passé des heures à le repasser dans la buanderie de Léo, m'assurant que chaque pli était parfait. Ce n'était pas seulement des vêtements. C'était une armure. Quand je suis entré dans ce restaurant,
je ne pouvais pas ressembler à un paria sans abri. Je devais ressembler au fils du PDG de Martin Manufacturing. Je devais avoir l'air d'appartenir à cet endroit. Le reste de mon temps a été consacré à la préparation. Je suis allé à la bibliothèque et j'ai utilisé leurs ordinateurs pour préparer un dossier mince et professionnel ne contenant rien de nouveau. Aucune preuve secrète. Au lieu de cela, c'était une compilation de mon propre travail. Ma proposition de mise à niveau des équipements, le contrat de fournisseur que j'avais renégocié, un résumé de l'anomalie comptable que j'avais découverte, présentée non pas comme une accusation, mais comme une question opérationnelle non résolue. La stratégie était subtile. Je n'allais pas là-bas pour accuser Clara de malversation. J'allais là-bas pour discuter de mon départ abrupt de l'entreprise et des questions professionnelles non résolues que j'avais laissées derrière moi. Je formulerai tout dans le langage des affaires, de la préoccupation pour l'avenir de l'entreprise. Je serai calme, respectueux et implacablement logique. Ma cible n'était pas mon père. Je savais qui il était. Une cause perdue, du moins au début. Ma cible était Monsieur Harrison. Je me produirais devant un public d'une seule personne. J'exposerais les faits de mes contributions, la chronologie des événements et les incohérences dans l'histoire officielle de mon licenciement. Je n'aurais pas besoin de traiter Clara de menteuse. Je présenterais simplement une réalité dans laquelle son histoire n'avait aucun sens logique. La veille du dîner, j'ai posé le costume sur mon lit. J'ai placé le dossier à côté. J'ai ressenti un étrange sentiment de calme. La rage était toujours là, un charbon ardent dans ma poitrine, mais elle était contrôlée maintenant, attisée et prête à être utilisée comme carburant. Je n'étais plus le même enfant qui avait été jeté de sa maison des semaines auparavant. Cet enfant était effrayé et confus. Il croyait encore en la possibilité de la justice de la part de ses parents. L'homme qui allait entrer dans ce restaurant demain savait mieux. Il savait que la justice n'est pas donnée. Elle doit être prise. Et j'étais prêt à la prendre. Le restaurant était exactement le genre d'endroit que mon père aimait. D'antan, opulent et d'un calme étouffant. Des boiseries sombres, de lourds rideaux de velours et des serveurs qui se déplaçaient avec l'efficacité silencieuse et fantomatique des majordomes. J'étais déjà venu ici pour des anniversaires et des célébrations. Ce soir, cela ressemblait à un territoire ennemi. J'ai donné un dernier coup à mon vieux costume et je suis entré. Le maître d'hôtel, un homme grand au visage sévère, m'a intercepté immédiatement. Puis-je vous aider, monsieur? Ses yeux se sont posés sur moi. Une rapide évaluation professionnelle qui me trouvait insuffisant. Je suis ici pour la fête de Martin, dis-je, ma voix stable, ne trahissant rien du chaos qui bouillonnait dans mes entrailles. Il a vérifié sa liste. Je suis désolé, monsieur. Je ne vois pas votre nom. Je m'appelle Nicolas Martin. C'est une affaire de famille. Avant qu'il ne puisse protester davantage, je les ai vus. Ils étaient dans une alcôve privée à l'arrière de la salle à manger. Mon père, tenant un verre de vin, était en train de raconter une histoire, le visage rougi par la bonne humeur. Ma mère, élégante et tendue, affichait un sourire fragile. Clara, rayonnante dans une robe de créateur, riait de quelque chose que Monsieur Harrison avait dit. Étage M. Harrison lui-même, un homme distingué aux cheveux argentés et aux yeux perçants, écoutait attentivement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché vers eux. Les conversations se sont éteintes fourchette après fourchette à mesure que j'approchais. Ça a commencé avec Clara. Ses yeux se sont écarquillés, le sourire se figeant sur son visage. Puis ma mère m'a vu et sa main a volé à sa gorge. Un petit halètement étranglé lui échappa. Finalement,
Mon père s'est retourné. Le masque joyeux est tombé. Son visage est passé du rouge au pâle en un battement de cœur, puis s'est assombri de rage. « Qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ?» a-t-il sifflé. Sa voix était un grognement bas qui coupait le murmure tranquille du restaurant. Monsieur Harrison a regardé de mon père à moi. Son expression était celle d'une confusion polie. « Bonsoir, papa, maman, Clara, dis-je, ma voix calme et égale. Je me suis ensuite tourné vers l'invité d'honneur. « Monsieur Harrison, c'est un plaisir de vous revoir. Je m'excuse de l'interruption. » « Sécurité » a claqué mon père, essayant de faire signe à un serveur. « Ce ne sera pas nécessaire, dis-je, plaçant mon mince dossier sur la table. Je ne suis pas ici pour faire une scène. Je suis simplement ici en tant qu'acteur concerné de Martin Manufacturing pour discuter de quelques questions non résolues avant que vous ne finalisiez votre partenariat. » Monsieur Harrison a levé un sourcil, intrigué. Il a regardé mon père. « Martin, de quoi s'agit-il ? C'est votre fils ?» La mâchoire de mon père était si serrée que je pouvais voir les muscles tressaillir. Il était pris au piège. Il ne pouvait pas me faire expulser physiquement sans créer un énorme spectacle embarrassant devant l'homme qu'il devait impressionner. « C'est a grogné mon père, et il n'est plus associé à l'entreprise. C'est l'une des questions que j'aimerais aborder. » dis-je calmement, tirant une chaise vide d'une table voisine et m'asseyant avant que quiconque ne puisse m'arrêter. Mon départ plutôt abrupt. Vous voyez, M. Harrison, mon licenciement est survenu juste un jour après que j'ai soumis un rapport sur une importante anomalie comptable que j'avais découverte. J'espérais que mon père pourrait me tenir au courant de la résolution. J'ai glissé une seule feuille de papier du dossier sur la table. C'était le résumé de la malversation sans nom attaché, juste des chiffres. Le visage de mon père virait à une dangereuse teinte violette. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Au contraire, dis-je, mes yeux fixés sur Monsieur Harrison. Lorsqu'une entreprise recherche un partenariat de plusieurs millions de dollars, je crois que ses contrôles financiers internes et ses politiques de ressources humaines sont de la plus haute importance. N'est-ce pas? Monsieur Harrison ne répondit pas. Il a juste pris le papier, son expression illisible. Clara me regardait, ses yeux remplis d'une haine venimeuse. La pièce soigneusement construite de leur soirée était brisée. Le spectacle était sur le point de commencer. Le silence à table était si épais qu'on aurait pu s'y étouffer. Mon père bredouillait, essayant de reprendre le contrôle, rejetant mon document comme les divagations d'un ancien employé mécontent. Ma mère fixait son assiette comme si elle détenait les secrets de l'univers. Monsieur Harrison, cependant, lisait. Il lut la page unique. Lentement, les sourcils froncés de concentration. J'ai pressé mon petit avantage. J'avais également quelques préoccupations concernant le plan de dépenses d'investissement pour le prochain exercice, dis-je, m'adressant à nouveau à Harrison, la proposition de mise à niveau des équipements. Je voulais juste m'assurer que mon analyse coût-avantage initiale était correctement mise en œuvre. J'ai glissé une autre page sur la table, un résumé de ma proposition originale. C'était l'initiative de Clara, à claquer mon père. C'était brillant en effet, dis-je, tournant mon regard vers ma sœur. Pour la première fois. C'était une idée brillante. Si brillante, en fait, que je l'ai eue 3 semaines avant elle. C'est drôle comme ça marche. Le sang-froid de Clara a finalement craqué. La façade charmante et sophistiquée s'est effondrée, révélant la gamine hargneuse et gâtée en dessous. « Tu es pathétique », a-t-elle craché, sa voix basse et tremblante de rage. « Venir ici. Pour tout gâcher. Tu as été viré parce que tu es un voleur. Tu as volé ta propre
Famille. Vraiment, demandai-je, gardant ma voix calme. Où était-ce? Juste une histoire pratique? Une histoire pour se débarrasser de la seule personne qui savait que tu falsifiais les comptes au département marketing. Mon père a frappé la table du poing, faisant sauter les couverts. Assez. Tu ne parleras pas à ta sœur de cette façon. Tu es une honte, et je veux que tu partes d'ici tout de suite. Sa défense ne fit que l'encourager. Sa peur était remplacée par une vague de fureur juste et arrogante. Elle croyait à cet instant qu'elle était intouchable. Mon père la protégerait toujours. Elle m'a regardé. Un ricanement tordant ses beaux traits. Tu penses que ces petits papiers peuvent changer quoi que ce soit? Elle a ri, un son rauque et laid. Tu penses elle a fait un geste vers Monsieur Harrison. Point ce souci de tes petites histoires de bureau pathétiques? Tu as toujours été faible. Tu as toujours freiné cette famille. Elle s'est penchée en avant, les yeux flamboyants d'une lumière sauvage et triomphante. La pression des dernières semaines, le frisson de sa victoire et le champagne qu'elle avait bu, tout s'est combiné en une explosion spectaculaire et autodestructrice. Tu veux connaître la vérité, dit-elle, sa voix montant, attirant l'attention des tables environnantes. Bien, oui, je l'ai fait. J'ai pris l'argent et j'ai placé les preuves. Je t'ai piégé parce que papa a besoin d'un héritier assez fort pour protéger cette entreprise. Pas un imbécile mou et sentimental comme toi. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger notre héritage de toi. L'air fut aspiré de la pièce. Mon père se figea, la bouche mi-ouverte. Les yeux de M. Harrison s'écarquillèrent d'incrédulité. Je la regardais simplement, une satisfaction froide et sombre m'envahissant. Elle l'avait fait. Elle m'avait offert ma victoire sur un plateau d'argent. Mais le vrai coup de théâtre, le moment qui a vraiment tout changé, est venu de derrière elle. Qu'est-ce que tu viens de dire? La voix était calme, tremblante et complètement détruite. L'expression triomphante de Clara a vacillé. Elle s'est lentement retournée. Debout là, venant juste de rentrer des toilettes, se tenait notre mère. Son visage était cendreux. Ses yeux écarquillés d'une horreur si profonde qu'elle semblait la vider de l'intérieur. Elle avait entendu chaque mot. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à ce point. Vous êtes incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous avez voyagé avec moi si loin. Cela aide non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais me fait aussi savoir que mes expériences ont un sens pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de mon voyage. Les conséquences de la confession de Clara furent un tableau d'horreur silencieuse. Ma mère resta figée, la main sur la bouche, les yeux fixés sur sa fille. Le visage de Clara s'était vidé de toute couleur. Le feu arrogant éteint, remplacé par la prise de conscience naissante et paniquée de ce qu'elle venait de faire. Mon père avait l'air d'avoir été frappé physiquement. Tout son corps était rigide, ses yeux allant de sa fille à sa femme, puis aux ruines de son accord commercial. Ce fut Monsieur Harrison qui brisa le sortilège. Il plia délibérément le papier que je lui avais donné, le plaça dans sa poche de poitrine et se leva. Il ajusta sa cravate, son visage un masque de froide et profonde déception. Martin, dit-il, sa voix calme, mais portant le poids de la sentence d'un juge. Je suis venu ici ce soir pour célébrer un partenariat entre deux familles. Je pensais que nous partagions les mêmes valeurs. L'intégrité, l'honnêteté. Il est clair que je me suis trompé. Il regarda du visage terrifié de Clara à celui stupéfait de mon père.
Je retire mon offre. Nous ne ferons pas affaire. Ensemble. Je vous suggère de remettre de l'ordre chez vous. Il me fit un seul. Bref signe de tête, un geste de respect qui me sembla plus valorisant que toute. Une vie de louange de mon père. Puis il se retourna et sortit du restaurant. Sans un regard en arrière. Son départ fut comme retirer la goupille d'une grenade. Ma mère laissa échapper un sanglot étranglé et s'effondra sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Mon père sortit enfin de sa paralysie, son regard tombant sur Clara. Pour la première fois de ma vie, je le vis la regarder sans adoration. Je le vis la regarder et voir le monstre qu'il avait créé. « Que as-tu fait » chuchota-t-il, sa voix pleine d'incrédulité. Clara commença à bafouiller, les mots s'échappant en un flot désespéré et incohérent. « Je l'ai fait pour toi, papa, pour l'entreprise. » Il n'était pas assez fort. J'ai dû le faire, mais ces mots étaient désormais insignifiants. Le mensonge était exposé, et la vérité était une chose dure et laide qui leur avait tout coûté. Le gérant du restaurant planait à proximité, son visage mêlant anxiété et curiosité morbide. La soirée parfaite avait implosé et nous étions assis dans les débris. Je me levai. Je n'avais pas dit un mot depuis qu'elle avait avoué. Et je n'avais pas besoin de le faire. La vérité faisait son œuvre. J'ai regardé ma famille, ma mère en pleurs, mon père déshonoré, ma sœur ruinée. Et je n'ai rien ressenti. Ni pitié, ni colère, pas même de triomphe, juste un vide vaste et silencieux. Le combat était terminé. Je me suis retourné et j'ai quitté le restaurant, les laissant fouiller les cendres du monde qu'ils avaient bâti. Pour la première fois depuis des semaines, je pouvais respirer. Il leur a fallu 2 jours pour me contacter. J'étais de retour chez Léo, racontant toute cette soirée folle. Nous étions tous les deux encore sous le choc. Mon téléphone a sonné et l'identifiant de l'appelant affichait « Père ». Mon premier instinct a été de l'ignorer. Léo a juste hoché la tête vers le téléphone. « Tu as tout le pouvoir maintenant, mec. Utilise-le. » J'ai répondu. Sa voix était différente. Le ton autoritaire et retentissant avait disparu. Il avait l'air d'un vieil homme fatigué. « Nicolas, nous devons parler. Peux-tu venir à la maison ?»« Non, dis-je, le mot simple et ferme. Nous pouvons nous rencontrer sur un terrain neutre. Le café de Main Street. Dans 1 heure. » J'ai raccroché avant qu'ils ne puissent discuter. Ils étaient déjà là quand je suis arrivé. Ils avaient l'air diminués, plus petits, assis à une petite table dans le coin. Les épaules de mon père étaient affaissées. Les yeux de ma mère étaient rouges et gonflés. Clara n'était pas avec eux. Ma mère a commencé à parler, sa voix épaisse de larmes. « Niki, nous sommes tellement désolés. » Mon père a juste hoché la tête, fixant sa tasse de café. « Gégé était un fou. » A-t-il marmonné. Un faux aveugle. J'ai laissé le silence planer dans l'air. Je ne leur ai offert ni réconfort ni pardon. J'ai attendu. Nous voulons que tu reviennes à la maison, a plaidé ma mère. Nous voulons arranger ça. Arranger ça, ce n'est pas moi qui rentre à la maison, dis-je, ma voix froide et professionnelle. Arranger ça, c'est la justice, et la justice a des conditions. Ils m'ont tous deux regardé en attendant. Premièrement, dis-je, des excuses publiques, pas un vague post Facebook. Je veux que toi, papa, tu publies une rétractation complète des accusations portées contre moi. Sur ta page personnelle et sur la page officielle de l'entreprise. Je l'écrirai. Et tu la publieras mot pour mot. Mon père a tressailli, mais il a hoché la tête. L'humiliation publique était une pilule amère, mais il savait qu'il devait l'avaler. Deuxièmement, dis-je, je dois être réintégré dans l'entreprise,
non pas comme directeur des opérations, mais comme vice-président. Des opérations avec une pleine supervision de mon ancien département et un salaire correspondant à ce poste. Mon contrat sera revu par mon propre avocat. Il a hoché la tête. Troisièmement, dis-je, mes yeux se durcissant. Clara. Elle doit rendre des comptes. Elle doit être retirée de l'entreprise avec effet immédiat et sa part de l'héritage futur doit être réexaminée. Je veux qu'il soit légalement documenté que ma part sera protégée de toute tentative de manipulation future. Ma mère a halté à la mention du retrait de Clara. Nicolas, c'est ta sœur, et elle a essayé de ruiner ma vie, ai-je rétorqué, ma voix inébranlable. Ce sont mes conditions. Toutes. Soit vous les acceptez, soit vous ne me verrez ni n'entendrez plus jamais parler de moi. Et je ferai de ma mission de vie de m'assurer que tout le monde des affaires sache exactement sur quelle valeur familiale Martin Manufacturing est construite. Je me suis levé, les laissant avec l'ultimatum. Le choix leur appartenait. Pour la première fois de ma vie, c'est moi qui fixais les règles. 6 mois plus tard, le monde avait un aspect très différent. Mon père avait accepté toutes mes conditions. Les excuses publiques qu'il a publiées sont devenues virales dans notre communauté locale, un acte de contrition humiliant mais nécessaire qui a effectivement blanchi mon nom. La machine à rumeurs a détourné son attention de mon soi-disant crime vers le crime réel de Clara. Revenir dans l'entreprise fut surréaliste. Je n'étais plus la même personne qui était partie. Je me déplaçais avec une confiance que je ne savais pas posséder. Marc, mon ancien rival, ne pouvait pas me regarder dans les yeux et a présenté sa démission en une semaine. Les employés qui connaissaient la vérité depuis le début ont accueilli mon retour avec une approbation calme et respectueuse. Ma première tâche fut de contacter Monsieur Harrison. J'ai demandé une réunion, juste nous deux. Je ne lui ai pas demandé de reconsidérer l'accord. Au lieu de cela, j'ai exposé ma nouvelle vision pour l'entreprise, une vision basée sur la transparence, la responsabilité et le genre d'efficacité opérationnelle solide. Et sans fioritures qu'il appréciait. J'ai présenté un plan détaillé pour rectifier les problèmes que j'avais découverts et j'ai assumé l'entière responsabilité des échecs passés de l'entreprise. Il a été impressionné. 2 mois plus tard, nous avons signé un nouvel accord de partenariat, encore meilleur. Cette victoire était plus douce que n'importe quelles excuses personnelles. C'était une preuve écrite à l'encre noire sur un contrat valant des millions que j'étais capable. J'avais sauvé l'entreprise familiale non seulement de la corruption de ma sœur, mais de l'aveuglement de mon père. Ma relation avec mes parents était un travail en cours. Mon père me traitait avec un nouveau respect prudent. L'ancien autoritaire et tonitruant avait disparu, remplacé par un homme qui semblait réévaluer toute sa vie. Il a commencé à écouter mes idées lors des réunions. Il a commencé à me demander mon avis. C'était étrange et parfois inconfortable, mais c'était un début. Ma mère a fait plus d'efforts. Elle m'appelait régulièrement, non pas pour forcer une fausse paix, mais juste pour parler. Nous avons eu de longues et difficiles conversations où elle a admis sa propre culpabilité, sa faiblesse face à la personnalité dominatrice de mon père. Elle a confessé qu'elle savait au fond d'elle-même que la dynamique était fausse depuis des années, mais qu'elle avait eu trop peur de la remettre en question. Ses excuses semblaient sincères, nées d'un vrai regret. Il y avait un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, j'avais l'impression que nous le faisions ensemble. Clara était partie. Après avoir été forcée de quitter l'entreprise. Elle avait déménagé dans une autre ville. J'ai entendu dire par la rumeur qu'elle occupait un poste de marketing de bas niveau. Nous ne nous étions pas parlé depuis cette nuit au restaurant. Une partie de moi se demandait si je devais me sentir coupable, mais ce n'était pas le cas. Son exil était le prix de la justice. La maison était
plus calme, plus sereine sans sa présence manipulatrice qui mettait constamment de l'huile sur le feu. Le silence était paisible. Je reconstruisais l'entreprise. Ma famille reconstruisait ses fondations, et je me reconstruisais moi-même. Les cicatrices étaient toujours là, mais ce n'étaient plus des plaies ouvertes. C'étaient des rappels de la bataille que j'avais menée et gagnée. Un soir, environ 8 mois après l'affrontement, je suis rentré d'une longue journée au bureau pour trouver une épaisse enveloppe dans ma boîte aux lettres. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Élégante et ondulante. Elle venait de Clara. Ma première impulsion fut de la jeter, de la brûler sans la lire. Je n'avais pas besoin de ses excuses ni de son venin dans ma vie. Mais la curiosité, un étrange vestige de notre enfance partagée, a eu raison de moi. Je me suis assis à ma table de cuisine et je l'ai ouverte. Ce n'était pas une diatribe haineuse, ni de simples excuses. C'était une longue lettre décousue de 10 pages. Dans celle-ci, elle a essayé de s'expliquer. Elle a écrit sur notre enfance, mais ses souvenirs étaient déformés, tordus à travers le prisme de sa propre narration. Elle ne voyait pas un frère constamment négligé. Elle voyait un frère mou, dispersé et dépourvu de l'instinct de tueur nécessaire pour survivre dans le monde que notre père avait bâti. Tu as toujours été si préoccupé par le fait d'être aimé, d'être juste, écrivait-elle. Tu n'as jamais compris que dans les affaires et dans la vie, il y a des gagnants et des perdants. Papa a bâti un empire, et je te voyais, avec ta sentimentalité et ton cœur saignant, comme la plus grande menace à sa survie. Tu l'aurais coulé en 5 ans. La lettre révélait un niveau de responsabilité perçue choquant et teinté de délire. Dans son esprit, elle n'avait pas agi par simple jalousie ou cupidité. Elle avait accompli un acte de chirurgie d'entreprise nécessaire, bien que douloureux. Elle se voyait comme la protectrice de la famille, la seule avec la force de prendre les décisions difficiles. Me piéger n'était pas un crime. C'était une manœuvre stratégique. Pour sauver l'héritage familial de son maillon le plus faible, moi. Elle s'était convaincue que prendre mon héritage, mon emploi et ma maison était un acte juste. C'était pour le plus grand bien du nom de famille. Je savais que tu serais blessé, continuait la lettre. Mais je pensais que tu finirais par retomber sur tes pieds, peut-être trouver un emploi tranquille quelque part où tu serais mieux adapté. Je n'ai jamais imaginé que tu riposterais comme ça. J'ai sous-estimé ton entêtement. Ce fut sa seule erreur. Pas le mensonge, pas la trahison, pas l'absence totale de moralité. Sa seule erreur à ses yeux fut de mal évaluer ma réaction. La lettre était la dernière pièce manquante du puzzle. Elle donnait une logique terrifiante et pathétique à sa folie. Elle n'était pas seulement une simple méchante. Elle était l'héroïne de sa propre histoire. Tordue. Une sauveuse d'entreprise qui avait été tragiquement incomprise. Elle manquait d'introspection pour voir l'égoïsme profond et la cruauté de ses actions. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe. Je ne ressentais plus de colère. J'ai ressenti une profonde pitié glaçante pour elle. Elle était piégée dans une prison de sa propre fabrication. Un monde où l'amour était confondu avec le contrôle et la force était mesuré par la cruauté. Je suis sorti vers mon barbecue, j'ai allumé une allumette et j'ai jeté la lettre sur les braises. J'ai regardé les bords se recroqueviller et noircir, son écriture élégante se transformant en cendres grises et en fumée avant de disparaître dans le ciel nocturne. Et avec elle, je l'ai enfin laissé partir. Cela fait plus d'1 an maintenant. De la fenêtre de mon nouveau bureau, celui qui était autrefois celui de mon père, je peux voir toute la ville s'étendre en dessous. L'usine tourne à plein régime, plus productive et rentable que jamais. Le nom de Martin Manufacturing, autrefois terni,
est désormais associé à une histoire de résilience et d'intégrité. Mon père est semi-retraité maintenant. Il vient encore quelques jours par semaine, mais il est plus un consultant et un ancien sage. Le feu et la fureur ont disparu, remplacés par une fierté tranquille pour ce que j'ai accompli. Nous ne parlons pas beaucoup du passé, mais nous n'avons pas besoin de le faire. Le respect dans ses yeux lorsqu'il me regarde maintenant est la validation que j'ai passé toute ma vie à poursuivre, mais dont, ironiquement, je n'ai plus besoin. Ma relation avec ma mère est la meilleure qu'elle ait jamais été. Libérée du besoin de constamment plaire à mon père, elle a trouvé sa propre voie. Nous dînons une fois par semaine et nous parlons de tout et de rien. Elle guérit à sa manière tranquille à mes côtés. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Clara après cette lettre. Parfois, je me demande où elle est, ce qu'elle fait, mais la pensée est fugace. C'est un chapitre de ma vie qui est maintenant clos. J'ai réalisé que ce qu'elle a fait, aussi horrible que ce fut, était un cadeau étrange et douloureux. Être jeté de cette maison. Être dépouillé de tout ce que je pensais me définir, mon nom, mon emploi, mon héritage m'a forcé à découvrir qui j'étais vraiment. Cela m'a forcé à construire mes propres fondations, une qui ne dépendait pas de l'approbation de mon père ou de ma place dans la hiérarchie familiale. On dit que les feux les plus ardents forgent l'acier le plus solide. J'ai été jeté au feu. Et je n'ai pas seulement survécu. J'ai été refait. J'ai appris que la vraie force ne consiste pas à être impitoyable ou bruyant. C'est la résilience. C'est défendre la vérité. Même quand votre voix tremble, c'est connaître sa propre valeur. Même quand les gens qui sont censés vous aimer le plus refusent de la voir, je leur ai pardonné. Non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que je méritais la paix. La colère, l'amertume, c'était une prison, et j'avais fini de purger ma peine pour le crime de quelqu'un d'autre. En regardant les lumières de la ville, je ne vois pas un royaume dont j'ai hérité. Je vois quelque chose que j'ai gagné, quelque chose que j'ai reconstruit à partir des cendres, et c'est une bien meilleure vue. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà dû vous battre pour être vu par votre propre famille? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.